pensais pas que ça allait devenir aussi rapidement fort, rassembleur et que ça allait devenir un hymne du rap en France. Je pensais pas vraiment, je pensais qu'on allait mettre un peu plus de temps. Et en vrai, aujourd'hui, le Golden Coast, je pense qu'on va essayer d'écrire la nostalgie de demain. On est en train de créer, on veut créer un phénomène de génération, de façon très modeste, mais on veut créer un phénomène où une jeune génération aujourd'hui, dans 10-20 ans, si le festival existe encore, ils se reconnaîtront et ils se diront qu'ils ont vécu des choses importantes sur cet événement. Bonjour Christian, Bonjour. bienvenue parmi nous dans les locaux de BWA. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? 2 mots, je m'appelle Christian et mon nom de famille c'est Alex. C'est quelques mots. Et c'est pas Alex mon prénom, parce qu'il y a beaucoup de gens à le confondre. J'ai un certain âge, je travaille dans ce milieu depuis assez longtemps, le milieu qui est plutôt de la musique, production musicale, organisation d'événements, programmateur comme on dit, mais on croit que des fois on est programmateur informatique, mais en fait on est plutôt à agencer des artistes sur des plannings. Et voilà, et je suis aujourd'hui la direction générale du Golden Coast et la co-direction générale de Please Please Family, qui est une société de production de spectacles qu'on a construit sur Dijon, qu'on a ouvert en 2020. C'était peut-être pas la meilleure année, mais on l'a ouvert en 2020. Et voilà, puis pas mal d'autres activités de direction artistique indépendante sur une salle à Nîmes qui s'appelle Paloma, une salle à Reims qui s'appelle La Cartonnerie, un cabaret vert à Charleville-Mézières, et voilà, je suis multicarte. Voilà. C'est la 3e édition du Golden Coast. La programmation définitive a été annoncée le 17 mars. Est-ce que tu as un petit frisson là sur cette année? Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette édition pour toi? Non, les frissons, sans faire celui qui est habitué, ils existent tous les ans, et heureusement, le jour où ils n'existent plus, les frissons, j'arrête. J'ai toujours dit ça honnêtement, et c'est vrai. Là, sur cette 3e édition, il y a de l'enjeu parce que la première édition est arrivée un peu, on pourrait dire des fois comme un cheveu sur la soupe, parce qu'en fait, elle est arrivée de façon un peu bizarre. On devait être sur un aéroport, on s'est retrouvé au parc de la Combe-à-la-Serpent avec un déménagement en 4 mois. La 2e édition a été un peu l'édition de l'installation sur le site et d'appréhender mieux cet aménagement sur le site. Et la 3e, ça va être vraiment une forme d'affirmation sur ce site pour voir comment on arrive à tracer les 7 prochaines années. On s'est fixé une dizaine d'années, horizon à peu près 2030-2033, pour voir comment on peut aménager ce festival. Donc le réel frisson, il est surtout sur comment le festival va se mettre dans ses meubles de façon plus pérenne et de façon beaucoup plus confortable, parce que ça c'est important aussi pour le public et pour nous. Est-ce que tu imaginais, là en 3 ans, c'est un peu déjà devenu le festival de référence rap en France, le QG du rap. Est-ce que tu imaginais une telle ascension en un temps si court quand vous avez lancé le festival, comme tu disais, en sortie de Covid? Honnêtement, non. Je pensais pas que ça allait devenir aussi rapidement fort, rassembleur, et que ça allait devenir un hymne du rap en France. Je pensais pas vraiment, je pensais qu'on allait mettre un peu plus de temps. Mais dès la première édition, vu l'engouement public qu'on a eu, alors avant l'ouverture de la première édition, même des gens voyaient sur les réseaux sociaux qu'il y avait un emballement qui était assez incomparable, et puis qui était inhabituel en fait sur ce type d'événement quand on le lance. Donc on sentait déjà que ça frémissait avec quelque chose de fort. Et la 2e édition a vraiment confirmé. La sortie de la 2e édition encore plus, parce qu'il y a eu vraiment quelque chose de fort qui s'est passé l'année dernière. Donc non, honnêtement, je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Tu as grandi sur Dijon? Je suis né à Dijon, donc forcément j'y ai grandi. Je suis parti un peu faire mes études de journalisme à Lyon, et je suis revenu pour retrouver la mère de mon fils et travailler sur un club qui s'appelait l'Enfer, qui était un club électro, mais c'était tout à fait fortuit en fait sur retour. Je comptais vraiment faire ma vie à Lyon en fait à l'époque. Et est-ce que tu imaginais, quand tu étais au lycée à Hippolyte-Fontaine, tu organisais déjà des concerts? Ouais. Est-ce que tu te projetais déjà sur ce parcours de vie que tu as eu? Non, pas du tout, puisque je le faisais de façon passionnée puis associative. Je le faisais pas parce que j'avais envie de travailler dedans. Il y a vraiment, quand j'étais à Lyon, que j'étais en école de presse, où j'ai commencé à rencontrer des gens, des professionnels qui étaient dans le milieu du spectacle. Notamment, il y avait le directeur des programmes de Couleur 3 à l'époque qui était venu sur Lyon. Et je sais pas pourquoi je voulais devenir
programmateur de radio, je voulais faire de la playlist et je voulais faire du contenu radio. Et je l'avais rencontré, là, j'avais commencé à me dire, tiens, je peux peut-être envisager une forme professionnelle dans ce milieu-là. Et voilà. Mais après, c'était pas tellement construit comme une carrière, en fait. T'avais pas de plan? Non, zéro. Tu as été programmateur sur les Eurockéennes. Dans ce que j'ai pu lire de ton parcours, tu évoques 2006, les Daft Punk. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui s'est passé, comment tu as vécu ce festival? Il n'y a pas que 2006, il y a tout aux Eurockéennes. Il y a 2001, la première édition à 18h30 où on a mis 20 000 personnes dehors parce qu'on a eu une tempête incroyable. Ça, c'était le bizutage de première année. Il y a eu Muse, il y a eu plein d'artistes assez incroyables. Il y a eu Depeche Mode. Et puis, surtout 2006, il y a eu Depeche Mode, Daft Punk, les Strokes. Je ne sais plus qui encore, mais alors c'était une édition assez folle avec Arctic Monkeys aussi, qui était tout jeune groupe. Et les Daft Punk, en fait, on s'était pas revus depuis 96, depuis l'enfer. Et j'avais vu qu'ils étaient programmés à Coachella. Ils les ont annoncés en mars à Coachella. Moi, j'ai fini la programmation des Eurockéennes. On a bouclé notre line-up. Puis j'ai appelé Pedro Winter et je lui ai dit, mais c'est quoi, vous refaites des dates? Et il me dit, ouais, il y a Thomas et Guiman, ils se sont décidés comme ça. Et je lui ai dit, tu crois qu'on peut essayer de parler des Euroc? Il m'a dit, pourquoi pas? Et puis du coup, en 2 semaines, on a pris rendez-vous avec Thomas, Guiman et Pedro. On a regardé un peu ce qu'on pouvait faire. Et je leur ai donné tout ce que j'avais dans les mains en termes de budget, de ce qui me restait. Mais je savais que ce n'étaient pas des hommes d'argent, c'était des hommes de passion. Ils avaient envie de faire des choses qui leur plaisaient. Et d'être libre aussi. Ça a toujours été le point déterminant de leur façon de faire. Et puis au bout de 3 semaines, ils m'ont dit, écoute, on va le faire, on va jouer. Et puis voilà, puis on a fait cette pyramide et ce concert, c'était le vendredi soir, je crois. Je fais le lien avec les Eurockéennes et ce que tu évoquais tout à l'heure sur le plan à 10 ans pour le Golden Coast. Est-ce qu'il y a des ambitions aussi fortes en termes de succès et de taille de festival? Non, parce que moi, quand je suis arrivé en 2001 aux Eurockéennes, le festival, il avait déjà une existence. Donc on prenait un héritage. Mais on n'était pas dans la projection de savoir ce qu'on allait faire. Quand tu fais quelque chose, je disais à quelqu'un, l'autre soir, il y a quelqu'un qui me dit ouais, ça serait bien de refaire les Daft Punk. Moi, je dis, moi, je suis pas du tout dans la nostalgie. Je dis, moi, je suis plutôt à essayer d'écrire la nostalgie de demain, quoi. Et en vrai, aujourd'hui, le Golden Coast, je pense qu'on va essayer d'écrire la nostalgie de demain. On veut créer un phénomène de génération, de façon très modeste, mais on veut créer un phénomène où une jeune génération aujourd'hui, dans 10-20 ans, si le festival existe encore, ils se reconnaîtront et ils se diront qu'ils ont vécu des choses importantes sur cet événement. Donc moi, les artistes majeurs qui vont arriver dans les prochaines années sur le Golden Coast, je les connais pas encore, en fait. C'est ça qui est intéressant. Ok. Donc tu parlais tout à l'heure de Please Please Family. Aujourd'hui, vous produisez plus de 200 événements, spectacles par an. Quelle échelle, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les échelles d'événements? Est-ce que c'est des gros événements moyens? Il y a des petits puis des très gros. Il y a des spectacles avec NG Productions, avec mon associé Hamid sur le Cénacle à Besançon. Ça fait 120 places assis. Il y a la Saline Royale à Arquesnan en juillet prochain où on a une soirée Exting, une soirée Gims. On a 25 000 tickets par soir. Il y a des concerts à la vapeur, des concerts au Cèdre. Il y a des concerts au Zénith de Dijon. On avait une grosse soirée art techno samedi soir qui s'appelait Illusion. On a réuni à peu près 7 000, 8 000 personnes de 20h jusqu'à 6h du matin. C'était un super gros dance floor dans le Zénith. C'était vraiment, vraiment bien. Donc voilà, on fait des choses qui sont à différentes échelles. Et la semaine avant, on avait dans le Zénith, on avait Julien Doré. Donc on fait des espèces de grands écarts comme ça. Mais c'est aussi ça qui nous intéresse. Toujours avoir l'excitation, tant qu'on a l'excitation, même quand on fait des soirées, quand on fait la Star Academy, il faut qu'on soit quand même excité. Quand on fait le spectacle de la haine aussi, quand on découvre les nouveaux humoristes aussi, quand on crée des projets sur la Saline, le jour où on est tous un peu fatigués, qu'on tombe dans une forme de routine, je pense qu'on fera d'autres activités réellement. Et est-ce qu'il y a un ingrédient un peu, pas un ingrédient secret, mais un lien entre toutes ces productions, un lien un peu humain? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous définit, tu penses, toi?
Dans l'équipe? Ouais, dans l'équipe ou dans C'est la les rencontre, événements? hein, moi ça a toujours été des affaires de rencontre, réellement. J'ai toujours croisé des gars sur mon chemin qui m'ont proposé un chemin, je l'ai pris ou je l'ai pas pris, hein. Quand je suis allé à l'enfer, que j'ai voulu faire quelque chose, j'ai sonné un soir, je suis tombé sur Fred Dumély, il m'a ouvert la porte, puis on s'est tout de suite très bien entendu, puis il y a eu un truc d'amitié qui s'est mis en place. Après, quand je suis parti pour l'enfer, j'ai rencontré Jean-Paul Roland à l'époque, qui était pas encore directeur, mais qui devait être, qui avait été nommé pour faire un peu des recherches sur les équipes, et on s'est tout de suite bien entendu dès la première rencontre. On a eu des atomes crochus. Hamid Assela, mon associé, c'est pareil, on s'était vu 2-3 fois, on s'est hyper bien entendu, et à un moment on s'est dit, je sais pas, comme quand tu vas dire à quelqu'un, tu veux pas qu'on se marie à un moment donné, moi je lui ai dit, tu veux pas qu'on monte une boîte ensemble, en fait, et puis on a monté ce truc, et puis ça fonctionne, quoi. C'est toujours sur un, si humainement les choses ne se font pas, je trouve, alors, il faut que ce soit humain, mais en même temps, on est quand même des professionnels, et derrière, il faut quand même qu'on ait une fibre aussi technique, une connaissance, des choses à apporter l'un à l'autre aussi. Et dans ce côté aussi, on est là, c'est du business aussi. C'est quoi le poids des impératifs financiers, sur tous ces événements, ces organisations? C'est énorme. Énorme. Est-ce que ça crée de la contrainte? Est-ce que dans Des quelle nuits blanches, mesure? ça crée des nuits blanches, Ouais. ça crée des petites nuits, ça crée ça crée une forme, pas d'anticipation, mais nous on est dans un métier quand même très compliqué, il est éphémère dans le sens où quand tu fais, quand j'expose le business plan de Golden Coast à d'autres entreprises qui mettent 20 ans à construire une boîte, mais qui va rester en place, un business plan de quelque chose ils hallucinent, que nous on joue tout en 3 jours comme ça, quoi. Et que sur 3 jours, faut que tout soit réglé impeccablement pour que tout se fasse au mieux, et donc que tout soit réglé et anticipé sur la partie purement business plan, pour qu'on essaye. Là, en 3e année, tu demandais ce que ça va être la 3e année. On essaye de faire que ce soit l'année de l'équilibre financier, on va s'en rapprocher, mais c'est l'année de la projection économique qui nous permet de voir si on va durer encore 7 ans, 10 ans ou qu'une année, et où on va créer de l'emploi, on va créer de la dynamique et de l'investissement autour. Donc là, on est dans ce schéma-là aujourd'hui. C'est combien de personnes, un festival comme le Golden Coast? C'est une quarantaine au début, là, pendant l'année, 40 responsables, mais qui ne travaillent pas toute l'année dessus. Et puis à la fin, on va se retrouver, on va être à peu près 2500 personnes à travailler dessus. Il y a des bénévoles dans le Il y a 800 bénévoles, ouais. On prend 800 bénévoles, mais qui ne sont pas comptés dans les 2000 et quelques. Il y a beaucoup de prestataires qui arrivent en grand nombre. Ok. Et comment vous restez indépendant, justement, par rapport à d'autres grosses machines? Comment vous arrivez à garder votre identité, cette indépendance? Indépendant, moi j'aime pas trop le mot, parce que nous on essaie d'être libre, hein, déjà, donc j'essaie d'avoir une forme de liberté sur les actes du festival. Quand tu amènes un festival de hip-hop à Dijon, au début, trouver sa liberté, c'était pas forcément dessiné au préalable, parce que en fait, de te dire que tu fais un festival de hip-hop, je peux dire que quand on a vu les politiques et l'environnement économique et la préfecture et tous ces gens-là, on les a un peu tendus, quoi. Tu vois, c'était pas forcément le plus évident. Et là, il fallait qu'on gagne notre liberté. Mais moi, je fais le parallèle toujours avec l'Enfer, parce que l'Enfer, ça a été pareil. On a ouvert un club de techno en plein milieu d'un centre-ville, d'une ville bourgeoise, conservatrice à l'époque, avec une droite politique assez rigide. Et nous, on amène un club d'électro-techno où l'électronique à l'époque, c'était le clubbing, donc c'était la drogue, c'était l'homosexualité, c'était la déprave, c'était pas tout ce que la société conservatrice voulait. Et aujourd'hui, le hip-hop a une forme un peu comme ça, dérangeante, d'amener une nouvelle rébellion, des nouveaux codes, mais sauf que c'est les codes des jeunes qui sont derrière nous, et ça, il faut l'accepter. Et je pense que c'est ça qui nous a donné notre liberté. C'est que les parents des investisseurs, des politiques, ils se sont aperçus que c'était leurs gosses qui venaient au festival, et que c'était le mouvement de la jeunesse qui était derrière, et qu'il fallait quand même y prêter fortement attention. Plus un mouvement de personnes qui a, aujourd'hui, on va dire entre 35 et 45, qui s'est replongé dans son hip-hop des années 90 aussi, de ce qu'il a connu quand il était plus jeune. Donc voilà, donc ça réunit un peu les choses, et nous, notre liberté, notre indépendance, on la trouve là-dedans, en fait. Alors, je t'ai pas demandé, pourquoi Dijon, finalement? Parce que moi, j'y suis depuis longtemps, et puis... en réalité, Dijon, on connaissait le tissu, politique, tissu économique. Puis comme je te dis, pour trouver la liberté, moi j'aime bien
renverser la table avec des gens qui sont pas forcément favorables au début avec toi, mais que tu arrives à entraîner dans le mouvement. Et encore une fois, c'est ce qu'on avait fait avec l'Enfer. Moi, ça me faisait rire de voir des gens tellement mélangés dans les soirées. Et là, le Golden Coast, c'est pareil, c'est qu'on a vraiment emmené des gens auxquels on ne serait jamais attendu, qui nous suivent sur ce festival-là. Et à Dijon, c'était beaucoup plus pratique que si on l'avait fait dans une ville où on ne connaissait pas le tissu économique, le tissu politique. Là, on les connaît tous. Et puis, on arrive vite à réagir sur beaucoup de choses. Juste un exemple, le site du festival, là où il est situé, c'est un casse-tête sur l'acheminement pour le matériel, pour les parkings, pour les campeurs, etc. Le fait qu'on connaisse parfaitement bien cette région-là, notre région. Moi, j'ai passé du temps sur le parc de la Combe quand j'étais gosse, puis après plus adulte. On connaît le moindre chemin, on connaît les moindres accès, donc on sait à peu près comment on peut répondre à des choses pour implanter le festival. Ok. Donc il y a le côté aussi agitation, hein, quand tu parlais des politiques tout à l'heure, c'est un mot que tu utilises souvent, le mot agitation. C'est un mot qui est important pour toi de remuer, d'essayer de faire changer un peu l'état d'esprit. Ouais, c'est pour ça que je suis dans ce métier. Hein. C'est qu'à un moment donné, si tu veux essayer de faire bouger un peu les mentalités, des fois un peu frigorifiques de notre société, je pense que c'est des mouvements de masse. C'est intéressant, c'est des mouvements de masse, la musique. Donc tous les mouvements de masse arrivent à casser à un moment donné des certitudes, arrivent à casser des mouvements politiques. Enfin, je veux dire, globalement, tu prends les États-Unis avec Trump, ils sont très très mal embarqués, mais tu as quand même des mouvements de musique derrière, à part un abruti comme Kanye West, qui reste un génie de la musique, mais qui ne fait pas du tout le rôle qu'il aurait dû faire, tu vois, dans ce type de mouvement. Mais tu prends Jay-Z, tu prends Beyoncé, tu prends Coachella qui s'est déroulé ce week-end, tu prends Bad Bunny au Super Bowl, tu vois, je veux dire, les mecs renversent la table aussi sur les positions politiques de Trump, et ça, je trouve ça génial, et je trouve qu'il faut toujours avoir ce truc-là, parce que ce mouvement de musique, il est là aussi pour ça, quoi. Tu disais tout à l'heure que la 3e édition, là, c'est peut-être justement l'édition de l'équilibre, de la maturité. Dans la programmation, on a d'un côté un peu des légendes, on a le Sniper, on a Yana Nakamura qui est là aussi, qui peut amener beaucoup de monde. Et en même temps, on a des émergents comme Ebony ou Mickey. Donc c'est ton rôle de programmateur un peu de faire ce mélange. Est-ce que tu as une recette secrète ou un objectif du moins ? Alors ça, c'est le rôle de Vivien qui fait la programmation, parce que du coup, là, pour une fois, j'ai pris la direction générale, j'ai dit, allez, moi je fais l'implantation globale, je me tape tous les trucs compliqués, l'artistique est compliqué, mais je veux dire les trucs qui sont pas forcément gratifiants, de savoir comment on assure la sécurité du site avec la gendarmerie, avec les pompiers, comment on assure l'implantation du site, comment on fait tenir les budgets techniques, etc. Mais en ça, je m'intéresse quand même vachement à la programmation avec Vivien. Et Vivien, lui, est très, très au fait de tout ce qui est super excitant aujourd'hui en hip-hop. Et l'année dernière, tu vois, la Mano ou Théodora, personne ne les connaissait réellement quand on les a annoncés à l'automne ou l'hiver 2024. Et c'est après que tout le monde a commencé à bouger sur ces artistes-là. Donc là, nous, on fait les mêmes formes de paris. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui dans la programmation qui commencent à monter, qui commencent à devenir de plus en plus forts sur la scène musicale du hip-hop. C'est pour ça, il y en a plein qui disent tout le temps, mais vous allez vous renouveler tous les ans dans ce style. Mais il se renouvelle tous les mois et toutes les semaines, ce style-là. Donc on n'est pas inquiet pour l'instant. Et le public est au rendez-vous. Ouais. Et d'ailleurs, le public, on voit qu'on est sur une édition avec un impact RSE aussi, hein, des toilettes 100% toilettes sèches, des stands locaux, un festival gaz vert. On ne s'attend pas forcément à ce type d'attente pour ce type de public. On va dans les stéréotypes okay. Complètement. Du coup, c'est faux ou... Il faut les éduquer quand même. C'est pas un public qui est ouvertement RSE et quand ils prennent le gobelet, ils aiment bien le balancer. Hein. Mais il faut passer derrière et leur dire c'est pas bien de jeter le gobelet. Il y a des endroits pour trier. Mais donc ça, c'est de l'éducation. Mais le site où on est déjà, on est obligé d'y prendre soin. Puis, c'est globalement, de toute façon, on essaie de prendre soin. Puis quand on a un événement qui fait 25-30 000 personnes jour, l'impact il est quand même très fort hein, sur la planète. Donc dans notre petit microcosme où on est, sur notre petit parc de la Combe à la Serpent, on essaye quand même de faire vachement gaffe à cet impact-là pour pas non plus... voilà, on est tous responsables. On est responsable chez soi de jeter son petit gobelet quand on est tout seul. Quand on est 35 000, on essaye de faire la même chose. Donc c'est plutôt dans cette continuité-là qu'on pousse les choses.
Alors, vous avez des partenaires comme le MEDEF et puis des mécènes comme le Crédit Agricole Champagne-Bourgogne. Est-ce que justement ces mécènes ont des attentes sur cet impact RSE, des cahiers des charges? Est-ce que des contraintes? Bah, ils ont des attentes, qui sont assez larges en fait. Ils ont des attentes. La première attente, c'est pas forcément le RSE. La première attente, c'est l'attractivité. Moi, je dis toujours pourquoi ce festival il est intéressant, c'est qu'il est dans une région qui est pas non plus économiquement la plus effondrée de toutes les régions de France. C'est une région qui se porte plutôt pas mal. Par contre, il y a une chute démographique des 15, 18, 20 ans qui font des études, mais qui vont un peu bosser après à Paris, à Lyon, dans les grands agglos. Donc, un événement comme le Golden Coast, c'est aussi le hip-hop, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, nous, c'est de montrer aussi qu'on peut créer, on peut entreprendre et puis faire une activité professionnelle, soit autour du hip-hop et de la musique ou de l'événementiel en Bourgogne et à Dijon. Et donc, le festival s'associe avec énormément d'écoles, avec des organisations patronales, avec tout un tas de personnes ressources dans le domaine professionnel pour montrer aussi que c'est actif et on peut créer. Après, la demande RSE de nos partenaires, elle est liée, parce que tout le monde aujourd'hui, de toute façon, veut du RSE. Alors, on combine un peu les deux. De toute façon, on est assez au fait de tout ce qui est aujourd'hui le travail qu'on doit faire sur la maîtrise d'un événement. Aujourd'hui, pour diminuer son impact RSE, on n'est plus dans les festivals des années 90, début 2000. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'études, de technicité, de rapports et de choses qui nous permettent de faire qu'on a moins d'impact. Là, cette année, on va relancer une étude d'impact du festival sur le site. Enfin, on fait ce qu'on appelle un état des lieux écologique du site du parc de la Combe à la Serpent. Donc, on fait cet état des lieux sur la faune, sur la flore, pour voir en fait comment le festival impacte son site. Donc voilà, ça c'est un des exemples de projets qu'on peut mener, par exemple. Donc il faut réduire l'impact écologique, mais augmenter l'impact économique. Le festival, c'est 3 millions de retombées économiques sur Dijon. Ça se matérialise comment ces retombées sur un festival comme ça? Ça s'avère, c'est 3 millions de retombées, puis c'est 3 millions d'investissements pour la société qui organise le festival, puisque c'est à peu près le business plan qu'on doit boucler maintenant au bout de 3 ans. Ça se matérialise sur... On a un public qui n'est pas très, très camping, bizarrement. Bon, après, tant mieux pour les hôtels et les Airbnb, mais ils sont très hôtels et Airbnb. Après, moi, je serai à leur place, je ferai la même chose, parce que le système des navettes est tellement pratique, c'est gratuit, que pourquoi se mettre dans un camping au risque d'avoir un peu de pluie ou un peu froid. Alors là, je ne fais pas de la pub pour le camping, mais je pense que quand il fait beau, c'est un super truc aussi, c'est un vrai truc d'expérience collective surtout. Ils mangent beaucoup en ville. Les restaurateurs sont assez contents, ça traîne beaucoup en ville. Mais nous, on est contents de ça aussi, parce qu'on a beaucoup de remontées positives du public qui connaissent pas Dijon, qui nous disent finalement c'est une super ville, on n'aurait jamais cru que c'était comme ci, comme ça. Donc l'image du coup de la ville change aussi avec ce jeune public. Et voilà, c'est assez différent d'un festival comme je connaissais aux Eurokéennes ou au Cabaret Vert, où il y a 10-15 000 campeurs qui vont jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout du matin, jusqu'au bout du bout, et qui sortent. On ne sait pas si c'est des hommes ou si c'est des mottes de terre à la fin. Là, on a un public qui est très élégant, très propre, et qui rentre au Airbnb se laver et revenir en pleine forme. Parfait. Sans transition, on va parler d'intelligence artificielle. C'est vraiment sans transition, là. Sans transition. On passe de la boue à l'IA. Voilà, très bien. l'IA. On va sortir de la boue. Ouais. On est en 2026. L'IA est partout. Il y a des polémiques plus ou moins fondées sur ton avis va être intéressant là-dessus, sur la musique, par exemple, générée par l'IA. Mais dans un premier temps, est-ce que l'IA, c'est un outil que vous utilisez déjà pour détecter sur du prédictif, des écoutes qui seraient faites sur des styles, des artistes, des playlists? Est-ce qu'il y a déjà des choses comme ça? Alors non, pas sur l'aspect musical découverte et avoir les premières intentions artistiques, non, pas tellement sur la musique, on reste très... Alors on a d'autres outils, tu as énormément d'outils aujourd'hui sur les plateformes, les plateformes d'écoute où tu peux récupérer beaucoup de chiffres sur les montées d'un artiste en termes d'écoute, en termes de vues, en termes de beaucoup de choses. Après, comme on est à proximité aussi des managements d'artistes et des labels qui les développent, on a aussi des infos sur comment tel artiste est en train d'être partagé, pressenti par le monde de la musique globalement. Donc Théodora
Au tout début du début, on voyait qu'il y avait déjà des échanges qui étaient assez phénoménaux sur les réseaux, qu'il y avait beaucoup d'intérêt sur elle et que les chiffres étaient déjà assez costauds, quoi. Après, l'IA, nous, on va l'utiliser évidemment sur le travail quotidien, sur les mises en forme de dossiers, sur la manière de faire visualiser les dossiers, même si je répète souvent l'équipe l'équipe promo et l'équipe de com de lever un peu le pied sur l'IA, surtout sur le correctif de leur mail et de leur texte, parce que je trouve qu'il y a un moment donné, l'IA, elle parle de façon un peu mécanique dans une présentation de mail, et je trouve qu'il faut garder un peu de la spontanéité, ou en tout cas le lexique que nous, on peut avoir tous dans notre manière de vouloir partager les choses. Donc voilà, on l'utilise comme ça pour l'instant. L'autre coup, j'ai tapé Golden dans le chat, là, j'ai tapé Golden Cause 2030. Quelle projection économique et scénographique pour cet événement? Et il m'a sorti tout un truc qui était en fait la reprise de tout ce qui était paru. Qu'il a tout remis en ordre. Alors c'était intéressant, mais honnêtement, la projection artistique était pas forcément ce que... Enfin, elle m'aidait pas en réalité. Il n'y avait pas d'imagination. Il y avait de l'imagination, mais si tu veux, ils me projetaient dans une carrière. Ils m'ont dit qu'il faut aller faire un festival dans une carrière avec des grandes falaises en pierre. Tu vois, il m'a balancé des images d'Étretat et tout, donc il m'a carrément emmené ailleurs, avec de la projection d'images sur les falaises d'Étretat, avec une scène en pierre et tout. Tu vois, ils voyaient ça vraiment Cro-Magnon un peu quand même. Hein. Donc bon, j'étais pas forcément des plus séduits, mais je trouvais que c'était intéressant la manière dont il a tout repris puis qu'il a tout mixé en fait. T'as pas adhéré à l'idée, quoi. En tout cas, sur les falaises d'Étretat. Non, peut-être les falaises du Lac-Kyr, tu vois, mais non. Après, il y a la carrière, hein, pas très loin aussi. Ouais, il y a des falaises avec des beaux graphes. Mais... Ouais, mais ça m'a fait penser à ça. Mais si tu veux, en fait, c'est une intelligence artificielle où dès que tu commences à la mettre dans une position de créativité artistique, je la trouve un peu faible, honnêtement. Et du coup, justement, par rapport à ça, est-ce que tu as déjà entendu des morceaux faits de zéro avec l'IA? Ouais. Est-ce que tu le savais avant? Non, mais ils me font pas bondir, honnêtement. Et j'arrive alors ça, je sais pas si c'est l'oreille ou pas, mais j'arrive assez vite à sentir que c'est de l'IA. Ok. Et l'IA, alors pas forcément en termes génératifs comme on l'a aujourd'hui de zéro, mais en tout cas l'électronique, il y a une partie peut-être d'informatisation, l'autotune, il y a un peu de ça. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même un vivier d'amener quelque chose à la musique? Oui, certainement, oui. Pas encore, mais pour l'instant, ça commence. Mais tu vois, je veux dire, quand les ordinateurs sont apparus, quand tu as les premiers Commodore 64 qui sont arrivés, quand tu as eu les premiers sons de musique électronique, les premiers, c'était Kraftwerk qui vraiment, eux, ont mis ça en forme, tu vois, mais tout le monde disait, ah, ça y est, la musique va mourir parce que les ordinateurs, parce que la musique électronique. Bon, ça a donné lieu au mouvement techno. Les premiers morceaux que tu écoutais avec des ordinateurs, franchement, c'était pas génial. Puis après, il y a les hommes qui s'en sont saisis, et puis tu as les compositeurs qui ont utilisé ça, et puis tu as des gars qui ont créé de la matière et de l'émotion avec. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que, encore une fois, que tu es Daft Punk, ou que tu aies eu la techno de Détroit, ou que tu aies aujourd'hui le hip-hop, c'est la musique électronique qui les a fait tous créer et basculer dans leur forme d'émotion. Mais je pense que l'IA, ça va être ça. Mais l'IA toute seule, peut-être que elle sera certainement très intelligente pour faire basculer le monde dans beaucoup de choses, mais je ne suis pas vraiment sûr que dans la manière créative, si l'homme n'est pas derrière, je ne pense pas que... Et on le voit encore avec ChatGPT, si tu ne fais pas bien ton brief sur ce que tu veux, ce qui est derrière n'est pas forcément... Alors par contre... je me rappelle, enfin je reviens dessus, mais sur Golden Cause, si tu veux, toute la création graphique, la GoCo, les animations, ça c'est de l'IA par contre. Ça, on travaille tout en IA, on a tout créé en IA, donc tu as une texture aujourd'hui qui est quand même juste dingue, qui est beaucoup mieux que la 3D normale, et voilà. Et il y a une direction artistique derrière, c'est-à-dire que j'imagine qu'il y a quelqu'un qui connaît bien son métier derrière, qui sait donner les bonnes instructions. Exactement, c'est pour ça que je te dis que le brief, il est très très important, parce que si on ne donne pas le bon brief, et le brief, il faut le refaire et le refaire et le refaire, et c'est pour ça qu'on arrive à avoir une GoCo qui a vraiment une attitude qui est très très proche d'un vrai personnage, c'est parce qu'on est vraiment très très précis sur le brief de départ avec l'IA. Et tout ce qui est lié, par exemple, au droit d'auteur qui a servi à l'entraînement, est-ce que tu as un avis là-dessus? Ou est-ce que c'est là et puis...
Dès lors où le web est arrivé et que dans le début des années 2000, il y a eu le problème des maisons de disques qui contrôlaient beaucoup les droits et que d'un seul coup, tu balances dans un monde digital un peu sans frontières la notion de créativité. Pour maîtriser, vas-y, hein. C'est un peu compliqué. C'est comme quand tu veux interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les gamins, comme quand tu veux tu lances un truc qui est juste impossible à maîtriser. Donc, dès lors où tu rentres dedans en tant que créateur, artiste, tu peux légiférer. Et moi, bon, je suis pas un spécialiste de la manière dont on peut légiférer aujourd'hui le digital. Je pense qu'il faut accepter une forme de perte un peu de soi. Hein, je sais pas si tu as vu le film Tron. À l'époque, mais c'est un peu ça, c'est un peu absorbé par la machine, donc il faut que tu acceptes à un moment donné de devenir aussi un peu la machine et pas d'être que sur de la propriété intellectuelle, hein. C'est dur à dire, mais c'est comme ça, hein. On ne le sait pas encore, parce qu'au niveau calendaire, on est un peu au début, mais j'ai l'impression, moi, de revivre ce qu'on a connu à l'arrivée du MP3, c'est-à-dire qu'avec des gardiens du temple qui vont dire mais non, mais ça nous appartient, et puis la diffusion, il y avait Napster, il y avait tout ça à l'époque, et aujourd'hui les artistes se battent pour que leurs œuvres, enfin la musique, hein, soient utilisées dans les shorts TikTok. Donc j'ai l'impression d'être un peu aux prémices de ça. Est-ce que ça peut pas être aussi finalement un tremplin, comme il y a eu les plateformes, un Deezer ou un Spotify, est-ce que ça peut pas devenir un tremplin justement de pouvoir laisser aussi libre cours à la créativité? Les plateformes permettent aujourd'hui à n'importe qui de publier un morceau, alors pas forcément d'exploser, mais au moins de mettre à disposition. Est-ce que c'est pas un tremplin pour des personnes qui n'auraient pas les moyens de produire la musique, de faire des choses qui peuvent fonctionner, finalement procurer de l'émotion? Ça l'est déjà. De toute façon, tu prends déjà sur les artistes qui créent des morceaux. Aujourd'hui, les plateformes, déjà au départ, je veux dire, on a dépassé le MP3 et tout ce qui s'est passé, parce que maintenant, Spotify, Deezer, ces plateformes-là, n'importe quel gamin aujourd'hui qui produit du son, boum, il le met directement sur Spotify. Il peut générer des vues, il peut partager sur Insta, sur TikTok. Enfin, ça te permet de créer ta notoriété et de créer, du coup, presque tes droits d'auteur. Parce que maintenant, je veux dire, tu vas sur... moi, quand je discute avec des agents, ouvertement, ils vont me dire, mais tu vas voir, il fait 52 millions de vues mensuelles sur Spotify. Donc ça devient un argument de vente. Maintenant, pour acheter le concert, on va te dire le nombre de clics que tel artiste fait sur Spotify ou sur Deezer. Donc c'est devenu un argument marketing. Et c'est devenu un objet de mesure, en tout cas, qui permet de récupérer ce que tu as perdu dans les droits d'auteur, tu le récupères sur la vente de tes concerts parce que tu montres que tu es fort sur les réseaux aussi. Donc voilà, moi je pense que petit à petit, les choses se mettent en place comme ça aussi. Enfin, elles sont petit à petit, ça fait déjà plus de 20 ans, hein, quand même. Hein, Et tu parlais tout à l'heure que tu avais réussi à détecter que c'était des morceaux faits par l'IA. Est-ce que tu penses que l'IA pourrait aider aussi à détecter ce qui va être un super morceau dans les années à venir? Est-ce qu'il y a le côté un peu le flair Moi j'ai surtout détecté que c'était des morceaux qui étaient très chiants en fait, qui ne me passionnaient pas du tout. Et que dans les musiques électroniques, encore une fois, je veux dire, quand tu as des morceaux qui étaient hyper passionnants, c'était au bout d'une certaine maîtrise, tu vois. Et puis, c'est surtout, faut ton oreille s'habitue. Encore une fois, que ce soit Kraftwerk ou tous les pionniers de la musique électronique, quand ils sortaient leurs morceaux à l'époque, c'était pas une majorité de gens qui tombaient en amour sur ces sons-là. C'était des types qui cherchaient un peu des sons différents, qui commençaient à faire leur oreille sur autre chose. On parlait de l'autotune tout à l'heure. Il y a masse de gens qui détestent l'autotune et le hip-hop est par beaucoup de gens est vu comme un style de musique qui n'est pas de la musique parce que pour eux il y a de l'autotune. Moi je trouve que c'est un instrument et c'est juste que les gens forment leur oreille aussi au son. Donc aujourd'hui l'IA va former les sons les oreilles de certaines personnes qui petit à petit vont dire tiens peut-être que ce morceau-là est cool. Finalement c'est bien. Ouais. Finalement c'est bien. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans une standardisation encore plus forte? On y est déjà. Ouais. Tout est standardisé. Il y a quand même énormément de morceaux qui se ressemblent les uns les autres. Il y a quand même aujourd'hui les programmations de festivals se ressemblent tous. Ouais. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est tout uniformisé quand même. Hein. La standardisation, elle vient des médias qui diffusent, finalement, ou des gens qui produisent, ou est-ce que c'est un peu... Ça vient un peu de la fainéantise, c'est un peu la flemme, la standardisation. Parce que quand on standardise, c'est qu'on n'a pas tellement d'idées. Donc je trouve que c'est vrai pour le créateur comme celui qui découvre la création. Aujourd'hui, je pense que
On a toujours des morceaux qui sont... On aime certains morceaux qui sont inavouables parce que, voilà, il y a des trucs comme ça qui sont un peu des petites madeleines de Proust, mais globalement... les gamins, ils écoutent énormément du single. Ils vont écouter, par exemple, le même single d'un album, ils vont l'écouter 10, 120, 200 fois. Et puis, des fois, ils vont même pas écouter les autres titres de l'album. Par contre, ils vont écouter énormément de textes et lire beaucoup de textes dans le hip-hop. Donc, ils vont retenir énormément de textes, plus que la musique. Et moi, dans le hip-hop, c'est un peu là-dessus où je me dis que l'IA, ils sont pas si bien que ça. Enfin, si, ils vont créer du texte, certainement. Enfin, l'IA va pouvoir créer du texte. Mais aujourd'hui, l'écriture dans le hip-hop, il est aussi en phase avec ce que les gosses ils vivent aussi. C'est pour ça qu'ils se reconnaissent dedans, plus que pour la musique et pour le son, en fait. Ok. Et est-ce que tu as vu déjà une émergence des artistes, du volume d'artistes qui font de l'IA ou qui produisent avec de l'IA en termes de paroles ou de musique? Non, pour l'instant, ce qui nous remonte, c'est assez minoritaire, je trouve. Okay. C'est pas... Après, parce qu'on va pas chercher sur les TikTok et sur tous les réseaux comme ça, parce qu'il y en a beaucoup là-dessus, mais globalement... Mais en fait, tu sais, il y a un truc de lassitude aussi. Tu prends Instagram ou même TikTok, aujourd'hui, tu prends tout ce qui est fait en IA d'images, et je te fais un Emmanuel Macron qui va chanter la mano, ou il y en a qui me font rire, avec Sarkozy qui est en prison, qui chante la rafleuse, je trouve ça super. Mais il y en a tellement qu'au bout d'un moment, en fait, tu prêtes même plus attention, tu vois. Donc, ils sont en train des gros gars qui font du ski, là, qui sont gras et qui tombent, enfin, des trucs surexagérés, t'en as maintenant des kilomètres. Donc, je pense qu'à force, ils vont se perdre aussi dans cette boulimie d'images et de sons, et puis... les gens après vont passer à autre chose, tu vois, quand il y aura un nouveau truc qui va faire que ça accroche ton émotion, tu vas passer vers autre chose. Et finalement, il faudra toujours avoir le côté un peu original pour se démarquer. Il faut toujours avoir un nouvel outil technologique pour créer le futur, en fait. Je veux dire, ça a créé, le téléphone a créé un futur qui est, bon, maîtrisable, pas maîtrisable, mais en tout cas, ça crée un sacré drôle de trucs dans notre génération. Tu prends... La radio, les disques jockeys dans les années 1920, 1930. Je regardais un reportage l'autre soir là, sur Little Richard. Et Little Richard, en fait, d'un seul coup, qui est quand même l'inventeur du rock, mais qui s'est fait complètement avoir par Elvis et par toute la Pat Boone et tout le rock blanc américain. Il a eu sa reconnaissance au moment où les 10 jockeys, blancs ou noirs, dans les radios américaines, ont pris un micro, ont commencé à passer leurs morceaux, à dire c'est Little Richard, et à le diffuser dans toutes les États-Unis. Et c'est à ce moment-là, en fait, où la technologie a permis l'émergence encore plus forte de la création. Donc il faut toujours que tu aies un outil technologique pour pousser les choses. On parle beaucoup de musique amplifiée. La musique amplifiée, en fait, elle a fait aussi une bascule et elle a créé beaucoup plus de sons et elle a créé plus de mouvements de musique, que ce soit du rock, de l'électro, du reggae, du hip-hop, de tout. Dès lors, on a trouvé l'amplification et l'électrification d'instruments, en fait. Donc, il y a toujours un truc technologique. Aujourd'hui, c'est l'IA. Je pense que ça ne va pas créer qu'une seule voix, en tout cas. Et donc, du coup, pour clôturer un petit peu le chapitre lié à l'IA, si j'étais un artiste, j'étais un peu découragé face à tout ça, cette masse, en me disant comment je peux me démarquer? Est-ce qu'il y aura un petit conseil ou un petit Moi, je te dirais de prendre un billet pour le 4 janvier pour le Sri Lanka. Je pense que tu pourrais aller découvrir le Sri Lanka et te faire un peu de nouveau sang là-bas et puis trouver un peu du son. Ouvrir l'esprit un maximum. Exactement. Pour trouver des idées. S'ouvrir sur le monde, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. Ok. On ferme la parenthèse IA. Et on va se consacrer un peu aux femmes. On voit qu'il y a Aya Nakamura, Shine et Bonnie en tête d'affiche. Le rap féminin, il émerge plus cette année que les autres. Est-ce qu'on est sur une tendance... faut toujours, encore une fois, que tu en aies qui ouvrent la voie. Il y a eu Missy Elliott, il y a eu Lil Kim dans le rap, qu'on ouvert il y a eu Cardi B après, il y a eu Beyoncé. Puis aux États-Unis, sur la scène anglo-saxonne, il y a toujours eu plus, parce que le hip-hop, le R&B et la pop se sont toujours un peu mélangés. Hein, que tu prennes Dua Lipa ou Lady Gaga, il y a de la proximité aussi avec ce que faisait Missy Elliott et ces artistes-là. En France,
on est un peu monogenre. C'est-à-dire que quand on écoute du hip-hop, on écoute du hip-hop. Pour moi, Yana Nakamura, elle n'est pas hip-hop. Elle est quand même beaucoup plus large que ça. Elle a une forme de pop urbaine, de pop afro, de pop R&B. Elle n'est pas vraiment hip-hop. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle rappe comme la Mano peut rapper, par exemple. Elle a ouvert des voies. Elle a pris des torchons dans la tronche. Elle a pris des bousses de vache dans la tronche. Elle a pris plein de trucs dans la tronche. Je sais même pas comment elle fait pour rester encore là, parce que moi, on l'avait programmé au Vif Festival il y a quelques années. Et ce que je lisais sur les réseaux, honnêtement, je trouvais ça assez triste. Et derrière, tu as une fille qui s'appelle Shai, qui, elle, a réouvert aussi la voie, a créé un mouvement très fort qu'on espère avoir aussi sur Golden Coast. Et puis après, il y a eu Théodora. Mais en fait, chaque fois qu'il y a eu une femme dans ce style de musique qui a ouvert une voie, elle a été beaucoup plus forte que l'homme. Damso, il est important. PLK aussi, Orelsan aussi. Mais je trouve que les femmes, d'un seul coup, elles éclipsent 10 carrières de gars dans la musique, parce qu'elles ont tellement de choses à compenser qu'elles mettent beaucoup plus d'énergie. Mais ça, c'est en général dans la société masculiniste où on est. Hein. Moi, je suis mec, je sais exactement ce qu'on impose aux femmes et qu'il faut faire plus d'efforts dans la créativité musicale. Si on prend aujourd'hui dans le rock, si on prend Patti Smith, si on prend à l'époque les Pretenders, la chanteuse de Cranberries, voilà, c'est des femmes qui ont été obligées de faire beaucoup plus que les hommes pour exister. Mais il n'empêche que c'est resté des icônes, certaines beaucoup plus fortes, depuis beaucoup plus longtemps que les hommes. Donc je crois que Théodora et Yana Nakamura, voilà, elles vont rester très très longtemps encore. Ok. Je te demande un seul mot pour qualifier l'édition 2026 du Golden Coast. Je sais pas. Alors là, je sais pas. Après, tu pourras en dire plus. Non, mais un seul, c'est dur. Un seul, je sais pas. L'esprit un petit peu de l'édition. Là, ça va être le Golden. Le Golden. Ça va être juste le Golden, ça va être l'année dorée. Ouais. Les dates, on les rappelle, c'est du 28 au 30 août à Corcelles, du coup, Dijon. Lémont. Lémont. Hauteur. Voilà, tout le système de navette que tu évoquais tout à l'heure, super bien organisé, voilà, ça c'est vraiment, vraiment top. Un petit mot pour toi, pour finir peut-être cet échange, un message important à passer. Nous, en fait, le festival, il est pour une génération, qui est quand même la génération de demain, puisque c'était le sujet de départ du festival. On l'a construit parce que aujourd'hui, on va dire les 14, 15, 25 ans, leur code et ce qu'ils écoutaient avec le hip-hop n'était pas tellement reconnu ou proposé. C'est-à-dire que si on prend beaucoup de salles de concert, il y a très peu de hip-hop qui étaient proposés. Et après le Covid, bizarrement, ça a commencé un peu à se rééquilibrer. Et ce festival, il était vraiment pour eux. Alors maintenant, il y a beaucoup d'adultes qui font leur petite crise de jeunisme, qui viennent nous voir et qui vivent leur jeunesse avec leurs gamins. Alors, nous, on est très contents, mais pas trop. Il faut que les gosses, moi je dis tout le temps, qui y sont, vivent leur adolescence de festival avec leurs codes à eux, mais pas avec les codes à papa et maman. Papa et maman peuvent venir, il y a un espace VIP, il y a une terrasse, il y a des endroits où ils peuvent aller boire des verres. Mais nous, on a envie que les gamins ils gardent ce festival comme le leur, en fait. Que ce soit, et qu'en fait, on évolue avec eux, parce qu'eux, ils vont avoir dans 5-10 ans, il va y avoir une autre génération qui va arriver derrière, qui va proposer d'autres codes. Et ça, ça va être vraiment la difficulté de transformation, d'évolution de cette mini-société. Mais c'est passionnant pour nous. C'est super intéressant. Et il n'y a pas de... Ou alors j'ai mal lu la prog, mais il n'y a pas justement de tête d'affiche un peu historique comme il y a pu y avoir sur les autres éditions. Sniper. Sniper, oui. Sniper, Kerry James, Roth. Je ne sais plus qui c'est qu'on a mis encore, mais tout le monde. Hein. J'avais pas vu Roth, mais. Et Busta Rhymes, quand même. Busta Rhymes, c'est quand même. C'était derrière, tu vois. Autant pour moi. Voilà. Pas assez en détail. Merci à toi en tout cas pour cet échange, c'était très sympa, très intéressant. Très bien, merci. À bientôt, merci. Ouais, merci. Au revoir.